Le message pourrait être: si vous trouvez ce paysage magnifique, préservez-le. Sur les hauteurs du Tillot, l'heure était au bilan de l'opération de contrôle des véhicules à moteur interpellés dans les espaces naturels le week-end dernier. Résultat des courses, sur le secteur de la vallée de la Moselle, un quad, 15 motocyclettes, une voiture. Un engin motorisé, une moto, un quad, un 4x4 provoque déjà sur le terrain naturel une érosion. Cette érosion est accentuée après par la suite par le climat, donc par les intempéries notamment. Le véhicule motorisé provoque aussi un dérangement du bruit, dérangement d'autres usagers, de randonneurs, de vététistes, de la faune sauvage en général. L'entretien des chaussées, suite aux dégradations liées aux différents loisirs motorisés, est devenu une préoccupation majeure pour les communes. Malheureusement, ce que les Belges, les Hollandais, les Allemands ne peuvent pas faire en forêt noire ou dans les Ardennes, ils viennent le faire dans les Hauts-de-Vosges. Donc quelque part, une réglementation serait la bienvenue. Donc moi j'avais pris des arrêtés à une certaine époque, quand j'ai été élu maire en 2014, pour interdire certains chemins ruraux au quad, parce qu'on retrouve au printemps, on retrouve des chemins complètement défoncés. L'opération exceptionnelle du week-end de l'Ascension était composée d'équipes mixtes. ONF, Parc naturel régional, Conservatoire des espaces naturels, Office national de la chasse et de la faune sauvage et gendarmes ont été déployés sur 6 postes. Du dépôt de déchets à la circulation sur les sentiers non carrossables et autres infractions au code de la route, les sanctions peuvent atteindre 1 500 €. La loi est déjà sévère, prévoit un très grand nombre d'infractions dans des domaines assez techniques. J'ai rappelé, lorsque j'ai été installé procureur de la République au mois de septembre, que c'était une priorité de ma politique pénale, que de réprimer les atteintes à l'environnement, puisqu'on est dans un département qui, je le rappelle, je crois, est le 2e département le plus boisé de France, dans un site assez exceptionnel. Et effectivement, on constate que des comportements infractionnels graves qui mettent en péril tout un écosystème. L'opération de ce week-end en est l'illustration. Au-delà des sanctions, l'opération se voulait préventive, un moyen de rappeler les règles à tous à l'approche de l'été. Là maintenant, si je fais ça, là elle est bonne, c'est parfait. je suis bon parce que... Jouer au tennis sans voir la balle. C'est le challenge que se lancent Lucien et Sébastien. L'un est malvoyant, l'autre est aveugle. Les deux sont ici pour apprendre le cécitennis, un sport adapté aux personnes déficientes visuelles. C'est un sport qui existe depuis maintenant une trentaine d'années dans le monde et très très peu en France. Donc ça commence seulement à se développer, mais c'est juste le début. Et au Tennis Club de Cernay, nous, c'est vraiment dans notre nature, notre ADN, que d'ouvrir au maximum la pratique du tennis à un maximum de monde. Et on s'est dit, pourquoi pas aux personnes qui ont des troubles visuels. Et on s'est mis en rapport avec les chiens guides d'aveugles pour pouvoir proposer cette section cécitennis. La discipline diffère légèrement du tennis classique. On utilise les mêmes outils, mais adaptés à la pratique. Le terrain est plus petit, comme les raquettes. Une question subsiste, comment repérer la balle ? Les balles ont des grelots, car la représentation de la balle pour les personnes déficientes visuellement, c'est par le son. La balle est en mousse avec une coque en plastique rigide qui va absorber donc les rebonds pour garder le niveau de jeu à hauteur d'homme. Donc le niveau de jeu sera souvent entre l'épaule et le sol. Malgré ces règles adaptées, le cécitennis reste difficile à appréhender pour les novices. Le premier défi de Lucien, repérer la balle. Vous arrivez à la suivre des yeux, c'est toujours plus facile. Vous ne pouvez pas vous empêcher de la suivre des yeux. Mais là, étant à l'écoute, ce n'est plus du tout la même chose. La direction, c'est une chose. Après, la distance. Après, vous avez une raquette en main. La toucher avec la raquette. Mais je dis bien la toucher, cette balle avec la raquette. Donc des choses qui sont à découvrir. Et c'est donc une ouverture je dirais presque une exacerbation des sens qui existent. Un travail sur les sens qui peut être utile au quotidien, notamment pour se déplacer. Le cécitennis, un service gagnant pour les malvoyants. C'est ici, dans les anciens bâtiments de la Solac, que devrait voir le jour un imposant marché couvert. Dans ces hangars gigantesques, symbole d'une activité métallurgique passée.
20 000 mètres carrés pour donner vie à un pôle économique d'envergure sur l'avenue de Thionville, un secteur très fréquenté où près de 1500 personnes travaillent quotidiennement. On essaye justement de réhabiliter ces friches-là et on a une forte demande de la part du Nord Messin pour amener, on va dire, à la fois une nouvelle économie plus proche des personnes. On voit la population à 10-15 minutes ici à pied qui est aux alentours de 14 000 habitants parce qu'on est tout juste limitrophe de Metz. On est également sur Voipy et on a également le Métis et la ligne 3 qui est la plus fréquentée, qui est de passage. Ce modèle s'inscrit dans la droite lignée de ce que proposait le Time Out Market de Lisbonne, sorte de paradis des amateurs de bonne chère, où l'on trouvera notamment des produits issus de circuits de proximité, divers points de restauration mais aussi une vaste zone de loisirs. Je crois que le projet du maire, en tout cas de redonner vie à travers un espace commercial, un marché, un lieu de rencontre, un lieu de partage, bien ça va dans le sens aujourd'hui de ce qu'attendent nos concitoyens, pouvoir se retrouver dans des lieux comme celui-ci et réinventer finalement l'histoire dans le cadre du futur. Si le coût de l'opération est estimé entre 12 et 14 millions d'euros, la commune de Voipy espère un coup de pouce de l'État ou de la région pour l'aider à faire naître cette halle gourmande d'ici 4 à 5 ans. À 2 pas du centre commercial L'Escapade de la Chapelle Saint-Luc, les pompiers inaugurent la pose de la première pierre d'un nouveau centre de secours au bois. Les autorités signataires du présent document ont procédé à la pose de la première pierre du centre d'incendie et de secours ouest de l'agglomération troyenne afin de garantir la meilleure distribution des secours au profit de la population. Le nouveau centre d'incendie et de secours ouest devrait rentrer en service avant la fin d'année 2020. Il correspond à une réorganisation des services de secours. 10 centres de première intervention ont fermé. À terme, près de 140 pompiers professionnels ou volontaires vont travailler ensemble au sein de ce nouveau bâtiment. Ils le font déjà, mais là, grâce à cet équipement, ils vont pouvoir le faire dans de meilleures conditions. D'un point de vue de circulation, nous travaillons avec 3 Champagne Métropole. Pour sortir de ce site, nous aurons un feu prioritaire. Selon les communes, c'est un gain de 7 à 11 minutes que l'on va pouvoir espérer. Départements, SDIS et Métropole financent ce chantier d'un coût de 6,8 millions d'euros. Le département a cédé ce terrain pour un euro symbolique. Son acquisition pour la rocade remonte aux années 80. Ce terrain convenait parfaitement pour l'implantation d'un petit complexe hôtelier visible par rapport aux gens qui circulent. Mais les élus de l'époque, et principalement Philippe Adneau, ont tenu bon parce qu'ils avaient bien la conviction que la destination de ce terrain, c'était la sécurité des habitants du département et de l'agglo pour cette caserne. D'une surface de près de 3000 m², les architectes ont conçu 2 espaces en béton sur la base d'un plan de circulation simple. D'un côté, l'entrée, de l'autre, la sortie. La partie remise qui se trouve ici, là où on va trouver tous les camions, les engins de secours. Et toute cette partie-là est la partie opérationnelle. Ici, vous avez les bureaux. Ici, vous avez les parties de repos. Ici, vous avez formation. Et ici, toute la partie chambre, etc. Ce chantier a commencé il y a 15 jours par des travaux de nivellement. Il sera suivi de 2 phases qui correspondent aux 2 espaces. Le rond-point donc, peut ramener aussi pas mal d'eau, etc. lors d'orage. Donc il était important de remonter toute la plateforme. Alors on va avoir 2 phases essentielles. On va avoir une première phase, donc le bâtiment avec l'hébergement, les sapeurs-pompiers, donc la phase des hommes. Et puis derrière, on va avoir le bâtiment donc, qui va être le bâtiment, on va dire, à structure industrielle. Les pompiers du centre d'incendie et de secours ouest ont vocation à intervenir sur l'ensemble du département. De cette église, il ne reste que quelques ruines. Des arcs brisés mis à nu, des ogives ou encore quelques murs et un tympan sculpté. Cet édifice catholique a été fondé au IXe siècle avant d'être reconstruite au XIIIe puis au XVe siècle. Aujourd'hui, ces ruines se trouvent au milieu de ces immeubles résidentiels construits dans les années 70. Des travaux de construction qui ne seront pas sans conséquences pour l'édifice. En effet, dans un souci d'économie, il a été décidé de détruire cette église et d'en faire un décor romantique au cœur de ce square.
On ne fait pas complètement fi du patrimoine, mais on avait un degré de prise en compte du patrimoine qui est quand même beaucoup moins important que ce que l'on peut avoir aujourd'hui. Dédiée à saint Polyeucte au moment de sa construction, elle s'est ensuite placée sous le patronage de saint Livier, officier romain messin qui, selon la légende, combattit farouchement Attila lorsque les Huns s'attaquèrent à Metz en l'an 451. Mais après la Révolution française, la bâtisse est désaffectée et subdivisée en appartements, une réaffectation qui conduira à plusieurs découvertes archéologiques. D'abord, on s'est rendu compte que tout le quartier du Pontifroy était un quartier de l'époque romaine. Les restructurations de tout ce quartier ont permis de mieux comprendre l'occupation antérieure à l'église Saint-Livier, mais de comprendre aussi ce qui se passait à l'intérieur de cette église, avec un cimetière autour, un ossuaire dans le chœur et quelques sarcophages de pierre, dont un sarcophage de plomb au cœur du chœur, en quelque sorte, de l'église Saint-Livier. Situé dans le quartier des îles du Pontifroy, il ne reste aujourd'hui de cette église que son narthex et une partie de la nef. Malgré sa destruction partielle, ces ruines témoignent encore aujourd'hui du riche passé historique de la ville de Metz.